Bonjour à tous. Bienvenue à ce débat qui inaugure le nouveau campus de l'ESSEC à Singapour. Merci, messieurs, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous recevons aujourd'hui l'ambassadeur de Singapour, Tan Yorkshire. Vous êtes ambassadeur en France depuis 2011. Alban Vental, vous êtes actuellement chargé de business développement chez YouGov, avez été pendant 2 ans chez Business France, l'agence française pour le développement international des entreprises, et avait eu pour mission d'accompagner les entreprises dans leur développement à Singapour et en Asie du Sud-Est. Et enfin, Julien Malauran. Monsieur Malauran, vous êtes professeur de système d'information, sciences de la décision et statistiques à l'ESSEC, et vous avez vécu pendant 5 ans en Chine. Alors tout d'abord, nous aborderons le paysage social et économique de Singapour pour nous intéresser ensuite au développement des affaires à Singapour. Et suite à ces 45 minutes de débat, vous pourrez poser vos questions aux invités. Alors tout d'abord, monsieur l'ambassadeur, Singapour a été considéré il y a 60 ans comme un pays en développement. Aujourd'hui, il figure parmi les têtes dans les classements internationaux. C'est la 4e place financière mondiale, par exemple, le 3e pays le moins corrompu du monde. Comment vous expliquez le succès aujourd'hui de Singapour ? Merci. Bonjour à tous. Bon, pour répondre à votre question, pour commencer, c'est vrai, il y a 60 ans, Singapour, c'était un pays très pauvre. Je crois en 1960, le PIB par tête était de 300 dollars américains. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 50 000, je crois. Donc, ça a beaucoup. C'est un pays qui a beaucoup avancé. Et il y a plusieurs facteurs, mais ce qui est très important, c'était la première équipe du gouvernement, menée par M. Lee Kuan Yew, qui est le premier ministre qu'on avait eu, juste avant et après l'indépendance, et qui est décédé malheureusement il y a 2 mois. Lui et son équipe, ce sont des gens vraiment très forts intellectuellement. Ils avaient une vision. Ils étaient très ouverts aussi, et très ouverts aux idées, à expérimenter, à faire des choses qui marchent, et si ça ne marche pas, ils changent. Ils changent de coup. Ils ont aussi écouté un conseil économique néerlandais qui a été envoyé par l'ONU, par le PNUD d'ailleurs, pour nous conseiller. Nous avons demandé des conseils du PNUD. Notre pays, on n'avait rien, aucune ressource naturelle. Alors que faire? Chômage était au mieux 14%, des fois une vingtaine de %. Il y avait des violences entre des races, entre des religions. Il y avait des bidonvilles épouvantables. Alors que faire? Que faire? Cet économiste, Dr. Winsemius, avait proposé qu'il faut que Singapour s'organise. D'abord, réduire les troubles, mais en même temps, il faut que Singapour accueille des entreprises multinationales. Et c'était l'époque où les pays en voie de développement avaient très peur des entreprises multinationales. Et c'était l'époque où on prônait une économie de substitution. C'est-à-dire, tout le monde construit des usines pour faire des choses dont on a besoin au lieu d'importer. Et ça, c'est pas bien parce qu'on ne joue pas sur les avantages, je ne sais pas comment on dit en français, en anglais, c'est comparative advantage, comparatif. Voilà.
Donc, mais ce docteur Vincimius avait dit il faut créer le boulot. Il faut ouvrir des usines et comme vous n'avez pas l'argent, il faut inviter les gens avec le capital à venir investir. Bon, c'est ce que nous avons dit, nous avons fait. Mais en même temps, M. Lee Kuan Yew c'était quelqu'un qui était très droit, très honnête. Il avait dit qu'il faut éliminer la corruption. Et si vous allez en Asie aujourd'hui, l'un des les plus grands problèmes, c'est la corruption. Bon, la Chine a connu beaucoup de succès, mais la Chine, maintenant, le dirigeant et surtout le président Xi Jinping, il sait que la corruption mine tout. La corruption va détruire la crédibilité de son parti. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il est en train de nettoyer, mais c'est difficile de faire quand on a déjà beaucoup avancé et la corruption s'est installée vraiment dans tous les endroits. À Singapour, on a eu la chance, au début, on a décidé d'éliminer la corruption, d'être très strict contre la corruption. Nous avons eu des ministres qui sont allés en prison. Il y avait un qui ne voulait pas aller au tribunal et il s'est suicidé. Mais c'est comme ça, il faut être très, très correct. Donc, je m'excuse pour une réponse très longue, mais peut-être ça sert aussi à l'introduction, un peu à l'introduction de Singapour, pourquoi ça marche. Et c'est une question de gouvernance, mais ce n'est pas une gouvernance de façon occidentale. Nous avons des élections, c'est un pays quand même démocratique. On nous critique de ne pas avoir trop de liberté dans tous les sens, mais je crois que les gens qui vivent à Singapour, la plupart soutiennent c'est un concept de responsabilité avec les libertés. Donc, c'est un équilibre quand même. Donc, c'est une approche un peu différente quand même. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et monsieur Vantal, aujourd'hui, quels sont les secteurs les plus porteurs à Singapour? Est-ce que ça marche? Oui. Pour répondre à monsieur l'ambassadeur, je pense aussi que Singapour a bénéficié de deux avantages comparatifs sur la région. D'une part, sa géolocalisation. C'est au cœur de l'Asie du Sud-Est et c'est sur les routes maritimes entre l'Asie de l'Est, donc la Chine, le Japon et l'Europe. Ce qui en fait un avantage comparatif certain. En plus de ces infrastructures portuaires qui ont été créées à Singapour, il y a eu des infrastructures aéroportuaires et aussi un État construit pour justement faciliter le développement d'industries, notamment sur l'électronique, avec par exemple Texas Instruments ou ST Microelectronics qui sont venus s'installer dans les années 70. Je pense aussi que Singapour a bénéficié d'un gros avantage, c'est la fermeture des pays aux alentours. C'est-à-dire, c'est très simple, l'Indonésie et la Malaisie ont été fermées pendant un long moment aux investissements étrangers. Ça a toujours été le cas et aujourd'hui, ça a une tendance à s'inverser. Et du coup, je pense que Singapour a bénéficié de cet avantage-là sur cette période-là. Voilà. Et pour la question... C'était les secteurs économiques les plus porteurs à Singapour. Alors, pour remettre un petit peu en perspective ce que je faisais chez UbiFrance, qui est devenu Business France aujourd'hui, je travaille dans le secteur des nouvelles technologies, de l'innovation et des services, qui sont évidemment les plus porteurs à Singapour. Mais je ne vais pas oublier les autres. Je pense que Singapour bénéficie aussi d'une géolocalisation importante, mais n'a pas de pétrole, contrairement à ses voisins. Ils ont réussi, au lieu de se dire on n'a pas de pétrole, on ne va rien faire, ils ont créé, avec les fonds Temasek, qui sont les fonds souverains, l'entreprise Keppel, qui est un des géants aujourd'hui dans l'industrie pétrolière. Et ils se sont dit, voilà, nous on n'a pas de pétrole, mais on a le savoir-faire et les technologies pour justement construire des plateformes, construire des bateaux, etc. Donc ils ont bénéficié de leur environnement
aux alentours pour justement développer une industrie qui est florissante aujourd'hui. Je pense qu'il y a donc l'industrie pétrolière. Je pense les nouvelles technologies de manière assez générale. Je pense qu'aujourd'hui, Singapour, c'est 6 millions d'habitants. Je ne veux pas me tromper sur les chiffres, mais si je ne me trompe pas, c'est 3,8 millions de Singapouriens, plus des expatriés, donc main-d'œuvre aussi bien d'Asie que de pays occidentaux. Donc c'est un petit marché B2C, mais ça reste un gros marché B2B au sens où il y a plus de 36 400 entreprises qui sont venues s'implanter à Singapour depuis la création de l'État en 1965, dont plus de 17 000 qui sont des non-asiatiques. Donc il y a un gros marché B2B aujourd'hui à Singapour et je pense qu'il y a des secteurs porteurs sur l'innovation et notamment sur la productivité. Je pense que ça, c'est un gros secteur pour les entreprises et le service aux entreprises à Singapour. Ça va être un deuxième point. Je pense que Singapour aussi cherche à développer une industrie créative autour de la création de contenu, jeux vidéo, films. Il y a Lucasfilm qui s'est installé à Singapour, Transformers 3 par exemple, pour donner un exemple concret, a été réalisé, tous les effets spéciaux ont été réalisés à Singapour. Donc je pense que ça, c'est 3 industries intéressantes aujourd'hui pour les entreprises à développer. Vous avez parlé. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Oui. 2 choses. Tout d'abord, juste une précision sur les chiffres démographiques. Nous sommes actuellement à 5,5 millions comme population, et dont 3,2 sont des Singapouriens. Donc effectivement, il y a presque 40% de la population qui sont des étrangers, qui vivent à Singapour, travaillent à Singapour, ou qui font autre chose à Singapour. Deuxième chose, c'est que à propos des secteurs économiques importants, Singapour a toujours voulu, depuis le début, au début, c'était le secteur, bien sûr, le secteur portuaire existait, mais le business du port dans les années 60 était en train de décliner, de tomber. Donc c'était le secteur manufacturier qui nous a sauvés. Et puis depuis, on a toujours voulu garder un secteur manufacturier. Singapour ne souhaite pas devenir comme Hong Kong, où on fabrique presque plus rien à Hong Kong. Et la raison, c'est que plus on a des secteurs qui marchent, qui sont dynamiques, plus on aura le choix pour nos citoyens quand ils auront fini leurs études et ils voudraient commencer à travailler. On peut travailler dans l'industrie, on peut travailler dans le service, etc. On a plus de choix. Donc aujourd'hui, il y a toujours plus que 20% du PIB qui vient d'un secteur manufacturier. Et à part de ce que M. Vontal avait dit, il y a aussi maintenant un secteur biomédical, pharmaceutique, aéronautique, etc. Il y a une volonté à Singapour de ne pas rester ou ne pas entrer dans ce qu'on dit l'océan rouge. Je ne sais pas si cette notion, on vous enseigne ça à l'ESSEC ou pas, mais dans le monde anglo-saxon, on dit souvent Blue Ocean, Red Ocean. Red Ocean, c'est là où tout le monde fait la même chose. Et avec la concurrence, c'est une question de temps. Les marches, on a de moins en moins de marches et on est obligé de ne plus augmenter les salaires, des choses comme ça. Alors que si on va dans un océan bleu, c'est tout nouveau terrain. Bien sûr, il y a des risques, mais si on sait bien faire des choses, on est assez pragmatique pour changer, on est assez agile, on s'adapte. C'est là où c'est justement aéronautique, biotechnologie, etc. Nous avons carrément abandonné au fur et à mesure beaucoup de choses qu'on faisait avant. Le textile n'est plus là.
même l'électronique n'est plus l'électronique du début. Nous avons fait un parcours un peu comme Thomson CSF avant, qui investit à Singapour pour construire pour fabriquer des radios, des télés, même des appareils électroménagers. Thomson ne fait plus ça. Ils sont devenus Thales et maintenant il fait quoi? Les radars, des choses comme ça, vraiment haut de gamme. Et c'est pareil à Singapour, il y a une évolution. On a laissé tomber les textiles, l'électronique, tout cela pour grimper dans l'échelle des valeurs ajoutées. Voilà, c'est ça que nous avons fait. Et ça aussi, c'est possible grâce à un dialogue à Singapour, un dialogue social entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Un dialogue qui s'est établi depuis la fin des années 60. Et là aussi, sur proposition de M. Winsemius, c'est un dialogue tripartite qui marche toujours, je crois, aux Pays-Bas, et que nous avons adopté, amélioré, adapté à nos besoins, et ça a beaucoup marché. De sorte que quand nous savons qu'il y a un secteur, par exemple, le textile ou électronique qui ne marchait plus très bien, on sait que d'ici 5 ans, 8 ans, c'est fini. On commence à l'État commence à prendre en charge les ouvriers en travaillant avec le patronat pour que ces ouvriers soient reformés avant, quand ils étaient dans les textiles, reformés à souder des composants électroniques. C'est pour ça qu'ils sont passés dans les usines électroniques après et ainsi de suite. Donc, on prend en charge, on les reforme et ils sont prêts à rester utiles. Les usines de textiles ferment, mais les patrons remettent l'argent pour créer des usines de radio, télé, etc. C'est comme ça que ça a marché à Singapour. Ça continue toujours, mais de façon des fois un peu plus rapide. Hein. Les choses vont encore plus rapides aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur Vrantel, vous avez évoqué la fermeture des pays asiatiques par rapport à Singapour, des pays voisins. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui. C'est probablement une difficulté à laquelle Singapour va devoir faire face. Quel défi Singapour va devoir relever aujourd'hui pour garder sa place stratégique dans l'économie mondiale? Pas facile comme question. Alors, je pense que, déjà, Singapour fait face justement à l'ouverture de ces autres marchés. Je pense que Monsieur l'ambassadeur a fait une présentation assez intéressante, c'est-à-dire que c'est vrai que Singapour a la chance d'être un État, une ville et une île. Donc, en fait, dans les cycles décisionnels, c'est assez simple et c'est surtout très pragmatique et très rapide. Du coup, ils ont la chance de pouvoir réorienter leur industrie assez facilement. Je pense que la volonté de Singapour aujourd'hui, c'est de développer des secteurs innovants, d'arriver sur de la très haute valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un tout petit territoire. Ils n'ont pas une main-d'œuvre énorme, du coup il faut de la haute valeur ajoutée pour justement pouvoir vendre des produits assez chers et avoir une augmentation de la croissance. Du coup, je pense que ce que souhaite Singapour, c'est devenir un pays plus innovant, avec de la haute valeur ajoutée. Pour devenir plus innovant, ce qu'ils souhaitent faire, déjà il y a des fonds, fonds Temasek, encore une fois, si je ne me trompe pas, c'est plus de 100 milliards de dollars que l'État singapourien peut investir dans des grands travaux, mais qui peuvent être assez limités vu la taille du territoire, ou au sein des entreprises singapouriennes. Donc des aides de différentes manières. Je sais que c'est un grand débat là-bas. Singapour veut être la Silicon Valley de l'Asie. Je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, c'est impossible, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule Silicon Valley. Il y a un seul endroit dans le monde où on peut faire venir, où on a des grandes entreprises, plus un marché de 300 millions de personnes facilement accessible. Aujourd'hui, il y a quand même une forme de balkanisation de l'Asie du Sud-Est. Donc je pense que Singapour doit réussir par son propre modèle. Et je pense que s'ils arrivent à avoir des systèmes innovants et des entreprises innovantes, ça ne va pas être sur du B2C. Donc ça ne va pas être des Facebook, des Snapchat, des Vine.
ça va plutôt être des innovations dans le service aux entreprises et à la limite dans le service aux consommateurs. C'est mon point de vue hein, de ce que j'ai pu voir. Et voilà. Du coup, je pense que c'est grâce à ça que Singapour va se réinventer. Vous avez quelque chose à ajouter peut-être, monsieur l'ambassadeur? Oui, voilà. Si j'avais dit qu'au début, Singapour était très ouvert envers les entreprises multinationales, après, ce qui a suivi, c'était nous avons toujours été très ouverts depuis, aussi aux talents internationaux. Pour que les meilleurs puissent venir à Singapour, devenir nos PDG des sociétés à Singapour, etc. Qu'ils soient bien payés, nous, on n'a pas de problème. Je lis souvent dans les journaux en France, on pose des questions sur les salaires des PDG des grands groupes, mais si on veut que les grands groupes soient bien menés par des gens très intelligents, qui savent bien gérer, il faut quand même payer un bon salaire, sinon on ne peut pas retenir ces gens. Alors, je voulais partager que, bon, même si les pays autour de nous ne sont pas encore prêts à être dans les mêmes chaînes de valeur, etc., nous allons au-delà. Et déjà au début, 6 ans et demi après l'indépendance, en février 1972, notre ministre des Affaires étrangères à l'époque, c'était aussi un visionnaire. Il s'est adressé au Press Club de Singapour et pour expliquer un peu pourquoi Singapour a survécu depuis l'indépendance, parce que il y avait beaucoup d'analystes à l'époque qui pensaient qu'au bout de quelques années, Singapour serait fini et puis Singapour reviendrait dans la fédération de la Malaisie qu'elle avait quittée. Alors, dans son discours qui est intitulé Singapour Global City, il a expliqué que Singapour a survécu parce que Singapour était en train de se transformer en Global City. Ce qu'il appelle un écuménopolis, une ville qui intègre tout le monde, qui intègre tout le monde. Et c'est possible à cause, il a dit, qu'à cause des communications électroniques, des avions supersoniques, les tankers géants, et l'organisation économique et industrielle moderne. Je crois qu'il est tombé correctement là-dessus, sauf peut-être pour les avions supersoniques, parce que depuis la fin de Concorde, malheureusement, on n'a plus d'avions supersoniques dans les lignes des compagnies aériennes. Donc, ce que nous avons fait, c'est nous n'avons pas d'arrière-pays, et souvent nous n'avons pas d'arrière-pays, comme à une époque, Indonésie était assez fermée, Malaisie aussi. Mais en se positionnant comme une ville globale mondiale, nous avons trouvé que notre arrière-pays, c'est le monde entier. Ce n'est plus juste notre voisinage. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dès lors qu'on s'ouvre vers les talents, vers les entreprises, en se positionnant dans les chaînes de valeur ajoutée globale. D'ailleurs, il y a une étude il y a un an, je crois, par l'OCDE sur les chaînes de valeur ajoutée. Ils ont appelé ça le commerce en valeur ajoutée. Et Singapour, ils ont trouvé Singapour tout en haut, loin devant d'autres économies, parce que on ne savait pas, on faisait ce que nous pensions
était bien de faire, mais ce que nous avons réussi à faire, c'est de nous mettre dans beaucoup de chaînes de valeur ajoutée, mais à un haut niveau. Et pour ce faire aussi, il faut qu'il n'y ait pas de douane, des choses comme ça à Singapour. Donc à Singapour, il y a presque pas de douane, sauf sur l'alcool, le tabac, l'essence et les véhicules. Ça, c'est pour la gestion de la pollution et de la ville. Sinon, tout est libre à circuler. Tout ce qui n'est pas illicite. Je ne parle pas des... Les chewing-gums aussi sont interdits. Faut pas... Oui, pardon. Les chewing-gums. Les chewing-gums, on ne peut pas importer à Singapour. On ne peut pas fabriquer à Singapour. Mais on peut moi, vous-même, si vous allez à Singapour, vous pouvez amener un peu de chewing-gum pour la consommation. Il n'y a pas de loi contre chewing-gum. Mais on veut pas de chewing-gum partout parce que d'abord, ça coûte cher à enlever. Ça coûte énormément cher parce que les gens ne sont pas responsables. Mais on avait introduit cette prohibition à cause de deux choses. Première chose, plus de 90% de Singapouriens vivent dans les tours. Voilà. Donc, ils ont besoin d'ascenseurs. Ce ne sont pas des HLM. Ça a commencé comme les HLM pendant quelques années. Et puis, le gouvernement de M. Lee avait eu l'idée que si on continue comme ça, HLM, ça va rester sale. Les gens n'allaient pas prendre soin de leur quartier, tout ça. Et ils ont dit, on va utiliser le système de deux choses. On va subventionner les logements, les appartements pour vendre aux citoyens. Et deuxième chose, la fonds de retraite auquel nous, les Singapouriens, nous cotisons, nous pouvons emprunter l'argent sur la somme qui est en train d'augmenter à travers des années. Nous pouvons emprunter une partie pour aider à payer un logement, un appartement. Bien sûr, si on vend l'appartement, l'argent doit rentrer dans la caisse. On ne peut pas sortir l'argent comme ça. L'argent est fermé avec l'appartement, est lié à l'appartement. Bon. 90% dans les tours et les ascenseurs modernes sont très sensibles. Dès qu'on met quelque chose, ça ne ferme pas. Et c'est la même chose surtout pour les métros qu'on avait commencé à introduire en 1985. Chaque fois qu'un tram de métro ne peut pas, un train ne peut pas partir à cause d'une porte qui ne ferme pas, on perd des minutes. On perd des minutes, c'est tout le monde qui perd dans tous les réseaux. Et ça s'ajoute, ça coûte des millions pour l'économie. Donc, pour des raisons très, très, très pratiques, on a dit, bon, assez de cela, je crois que les gens ne vont pas mourir sans chewing-gum. Voilà. Donc, ce n'est pas une prohibition absolue, mais ça rend plus difficile l'accès au chewing-gum, mais je peux toujours amener un peu de chewing-gum à Singapour pour marcher. Merci. Vous avez évoqué au début, Monsieur l'ambassadeur, l'attrait, la volonté de l'État d'attirer les talents internationaux à Singapour. Moi, j'ai une question pour Monsieur Malleran, puisque vous êtes professeur à l'ESSEC. Donc, qu'est-ce que l'ESSEC souhaite apporter à ses étudiants en s'installant à Singapour, selon vous ? En effet, il me semble que c'est une question tout à fait pertinente et on a assez peu parlé de l'éducation ici. Mais je pense qu'une des forces de Singapour aujourd'hui, c'est son pool, c'est son bassin en termes d'éducation post-bac, si on devait faire un équivalent avec le système français. Aujourd'hui, vous avez les meilleures universités, les meilleures business schools en Asie, que ce soit qui sont situées à Singapour. Pour n'en citer que quelques-unes, NUS, NTU, SMU, ESSEC maintenant. INSEAD s'est installé en France aussi, à Singapour, il y a quelques années avant l'ESSEC. Donc on est aujourd'hui en train de créer
et peut-être pour répondre à cette question, la Silicon Valley est en train de créer un vrai bassin de l'éducation qui commence à apporter ses fruits à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des hauts talents, des hauts potentiels qui reviennent en Chine, parce que bon nombre des étudiants qui sont à Singapour sont aussi des citoyens chinois, mais aussi maintenant des Européens, de plus en plus, j'ai envie de dire, des Européens qui sont intéressés pour pénétrer le marché asiatique. Et je pense qu'une des meilleures manières de le faire, c'est d'aller sur place, mais pas simplement à partir d'une expérience professionnelle, mais aussi de se construire dans le système éducatif asiatique, parce qu'il a ses particularités, on pourra revenir dessus après. Et aussi ce lien, et Singapour a cette particularité d'être connecté aussi avec l'Amérique du Nord, et c'est aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que quand vous vous situez à Singapour, vous rencontrez aussi bien des Australiens que des Français, que des Américains, que des Canadiens, que des Chinois, etc. Donc il y a un vrai bassin, une vraie mixité qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, et ça fait aujourd'hui une des particularités de Singapour et son attrait au système d'éducation. Ensuite, je pense que c'est quelque chose qui a été évoqué peut-être à demi-mot, mais pour moi, une des forces de Singapour, de mon expérience assez limitée, c'est aussi cette tournée vers les services. Justement, on n'est plus sur les industries, on n'est plus sur la production de masse au niveau du textile, on l'a vu. On est sur des industries de pointe et aussi dans le secteur bancaire, une place financière extrêmement importante. Et c'est aussi, à mon avis, un des attraits pour l'Europe, c'est-à-dire de se concentrer sur un pays qui a pris ce tournant du tertiaire. Alors qu'on va le voir, si on est amené à discuter de la Chine, que là, le tournant est beaucoup plus compliqué avec un pays qui est la Chine, avec une histoire, j'ai envie de dire, plus lourde de par sa population aussi, et qui donc, les mouvements qui sont opérés de manière assez rapide à Singapour mettent beaucoup plus de temps en Chine. Donc, pour moi, il y a un vrai intérêt par l'ESSEC et de l'ESSEC de venir à Singapour pour ces raisons-là, qui sont des raisons de proximité et de hub. On qualifie ça souvent à Singapour de hub, mais aussi au niveau de l'éducation, pas simplement de l'industrie. Monsieur Vantel, vous êtes alumni ESSEC. Vous avez étudié à Singapour sur le campus de l'ESSEC. Vous retrouvez tous les éléments que Monsieur Malleurant vient d'évoquer dans vos expériences passées à Singapour. Oui, moi je suis un alumni MIB, donc un master spécialisé sur la stratégie et le management des affaires internationales. J'ai passé que 4 mois à Singapour, donc c'était assez court au sein du cursus ESSEC, puis je suis revenu parce que ça m'avait plu justement de découvrir plus profondément Singapour et l'Asie du Sud-Est. J'ai travaillé donc 2 ans chez Ubifrance. Ce que je retrouve... Et évidemment, c'est très intéressant de pouvoir étudier à Singapour, de se former aussi au contact de professeurs internationaux et d'une population internationale de manière générale. Aussi bien, c'est vrai, asiatique, je vais prendre de manière générale, parce qu'en plus des Chinois, il y a aussi énormément d'Indiens également qui se forment ou qui travaillent à Singapour, plus des Américains. Moi, ce que je vois sur les enjeux d'éducation, si je reviens là-dessus, je pense que c'est le positionnement de l'ESSEC, comme on en parlait, qui doit se positionner comme l'élite européenne de l'éducation, face à des universités extrêmement prestigieuses, SMU, NTU et NUS, avec lesquelles l'ESSEC a des partenariats, justement. Et de pouvoir se former là-bas justement pour avoir justement les compétences et être certain de pouvoir aussi avoir une expérience locale également pour pouvoir travailler sur place. Parce que je pense justement il y a une éducation qui est quand même de très haute valeur, avec les meilleures universités, parmi les meilleurs étudiants également qui viennent à travers le monde, et un contexte international. Du coup, pour rentrer sur le marché de l'emploi, la difficulté, ça va être justement de dire, si j'ai étudié qu'en France, je suis formé au système français, comment est-ce que je peux légitimer ma place et mon accès au monde du travail en Asie? Je pense qu'il y a 2 façons. Il y a d'une part avec l'éducation localement, et comprendre les systèmes et les enjeux locaux, mais aussi après avoir ses premières expériences sur place. Je pense aujourd'hui pour des jeunes qui veulent travailler en Asie, à Singapour en particulier, pour trouver du travail aujourd'hui c'est assez compliqué parce que justement il y a une concurrence internationale, c'est-à-dire que quand on va là-bas en tant que Français, on va pas être en concurrence juste face à des HEC, des ESCP
et d'autres formations de très haute qualité, mais on va être en concurrence avec des gens qui viennent d'Harvard, des gens qui viennent de SMU, des gens qui viennent de NUS. Comment est-ce qu'on peut légitimer sa position dans l'accès au monde du travail? Donc c'est très important d'y aller et de se faire ses premières expériences, soit en France, et d'arriver avec une expertise sur place. Et justement, est-ce que vous avez des conseils en particulier pour des étudiants qui voudraient ouvrir leur entreprise sur place? Comment s'y prendre concrètement? Comme je le disais, pour moi, il y a un pool qui est assez intéressant de talents à Singapour déjà existant. Je pense qu'il y a aussi, il n'y a pas l'écosystème de la Silicon Valley, j'y reviens, mais je pense qu'il y a un écosystème du monde financier, justement. Aujourd'hui, des développeurs, quand une banque comme DBS, Citi et toutes les autres viennent et leur disent on va vous payer 10 000 $ par mois à un développeur parce qu'on est en manque de talent justement sur ces questions, il va se dire je vais plutôt rentrer dans une banque plutôt que lancer mon entreprise. Donc aujourd'hui, les difficultés, je pense, pour les entrepreneurs, je pense, c'est de choisir le secteur. J'ai parlé tout à l'heure, je vais peut-être me contredire un petit peu, c'est un petit marché B2C Singapour, de par sa population. Ça reste qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de personnes qui viennent, autant pour du tourisme d'affaires que du tourisme plus classique. Donc il y a un potentiel sur les services à la personne. Je pense qu'il y a un potentiel sur les services aux entreprises qui sont très importants. Et les meilleurs conseils, pour moi, si je devais lancer mon entreprise demain à Singapour, j'irais voir Business France, déjà. C'est le corporatisme, forcément, mais j'irais voir, je leur demanderais les secteurs porteurs, j'irais voir les chambres de commerce françaises, la chambre de commerce française locale, pour comprendre également les enjeux, avoir un avis différent. J'irai voir l'Economic Development Board, qui est l'EDB, qui est le VRP de Singapour, pour attirer les investissements étrangers. Et j'interrogerai beaucoup les entrepreneurs locaux, autant français, internationaux, que des entrepreneurs singapouriens, pour comprendre un peu les enjeux et la validation de l'idée sur le marché local. Je pense aussi qu'il faut voir Singapour vraiment aussi comme un hub, comme vous le disiez, Laurent. Julien, pardon. Un hub au sens structurel, c'est-à-dire que c'est une place à laquelle il faut accéder pour aller sur les autres marchés, et notamment ne pas se dire que c'est juste Singapour qu'il faut viser. Je pense qu'il faut avoir une vision régionale, voire globale, comme le disait monsieur l'ambassadeur. Régionalement, nous, ce qu'on leur disait à toutes les entreprises françaises, on en a aidé 150 en 2 ans, rien que dans le service nouvelles technologies. À chaque fois, on leur disait, visez Singapour, mais si vous visez Singapour, vous devez avoir en tête sur les 2, 3, 4 prochaines années, 2 pays de la région dans lesquels vous dites il faut qu'on se développe et qu'on développe l'entreprise aussi sur ces marchés. Donc, l'Indonésie, pour un grand marché B2C, il y a 250 millions de personnes. La Malaisie, qui est on va dire un Singapour moyenne gamme, si je veux, sans être vexant. Beaucoup plus grand, mais avec moins de moyens aujourd'hui, mais qui est quand même relativement premium par rapport aux autres pays de la région. Les Philippines avec ses enjeux, le Vietnam, qui est peut-être un faux allié aujourd'hui via l'histoire française avec le Vietnam, et les difficultés qu'on peut avoir avec notamment le gouvernement. Donc voilà, je pense que si je devais résumer, interroger le marché sur place pour valider l'idée et avoir une vision pas que singapourienne, mais régionale, voire globale. Et pour contrer les difficultés que rencontrent les entrepreneurs sur place, monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'État mène des politiques spécifiques pour favoriser ou pour aider les entrepreneurs? Pour commencer, Singapour, c'est l'un des endroits dans le monde où c'est le plus facile à faire le business. Voilà. Si on rencontre des problèmes, c'est soit on est en train de faire quelque chose dont il n'y a pas beaucoup de demandes. Oui, donc il faut changer de modèle, changer de produit, etc. Ce que le gouvernement fait, le gouvernement ne peut pas se substituer au marché.
le rôle de l'État, dans notre point de vue, c'est de créer et promouvoir un environnement qui est propice à l'investissement et au business. Voilà. Et le reste des décisions, tout ça, ça doit être fait par les entrepreneurs eux-mêmes. Voilà. Et on peut aider dans certains cas à créer des fonds de venture fund. Voilà, mais on n'aime pas, à Singapour, nous n'aimons pas trop nous ingérer, l'État, dans les décisions des entreprises, parce que ce qui est propre aux entreprises, ça doit rester aux entreprises. Parce que les entreprises doivent peser les risques contre les opportunités. Voilà, c'est leur métier de le faire. Merci. Alors, nous allons bientôt commencer les questions du public. Vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. On peut imaginer qu'on a évoqué le multiculturalisme à Singapour, les différentes nationalités. On peut imaginer que c'est une difficulté que les entrepreneurs, que les multinationales peuvent rencontrer là-bas. C'est justement ces spécificités managériales. Monsieur Malauran, quelle stratégie les multinationales vont adopter justement pour s'adapter à un environnement multiculturel en Asie? Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas d'expérience professionnelle précise à Singapour, mais simplement en Chine. Donc ça fait une douzaine d'années maintenant que je voyage régulièrement en Chine. J'ai vécu là-bas pendant 5 années, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Donc je vais prendre l'exemple de la Chine pour étayer mon propos, et ensuite peut-être qu'on aura des réactions, des nuances qui seront apportées par Monsieur l'ambassadeur et par Monsieur Vantal. Pour la Chine, ce qu'il faut savoir, et je pense que je ne vais pas faire un cours d'histoire, je vais être très, très rapide, mais l'histoire est très différente, extrêmement différente. On va commencer en 1983, où il y a eu l'ouverture du pays par Deng Xiaoping, où il a décidé que les investissements étrangers étaient maintenant les bienvenus pour le développement de la Chine par rapport aux difficultés précédentes économiques de la Chine. Ce qui veut dire qu'en 1983, il y a progressivement eu de plus en plus d'entreprises étrangères qui sont venues en Chine avec l'idée de conquérir le marché chinois. Ça a créé dans de nombreux cas des success stories, parce qu'il y a des multinationales qui sont venues, qui ont fait des joint ventures avec les entreprises d'État. Là-bas, on va appeler ça state-owned enterprises. Donc c'est vraiment ces entreprises d'État, et on fait des joint ventures avec ses partenaires. C'est-à-dire 50%, 51%, 49% du capital était possédé soit par la partie chinoise, soit par la contrepartie française, ou européenne, ou occidentale. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont arrivées sur ce marché sur les 2-3 dernières décennies et qui ont réussi aujourd'hui à le pénétrer avec des parts de marché, pour mon expérience dans l'énergie, parce que j'ai travaillé pour Areva, qui était de l'ordre de 7 à 8% du marché de l'énergie. Quand on connaît la taille du marché, on est sur des volumes très importants de masse financière. Aujourd'hui, et ce depuis 5 ans à peu près, le marché a énormément évolué. Et on peut parler, dans certains cas, d'une régression si on se considère simplement d'un point de vue occidental, pour deux raisons. Premièrement, on est passé sur une croissance à 1 chiffre, alors qu'on était sur une croissance à 2 chiffres pendant plus de 10 ans. Donc on était sur des volumes de croissance de l'ordre de 11 à 12%, et on est descendu aujourd'hui à 8, parfois 7. Et on peut toujours questionner la véracité de ces chiffres, mais on va dire qu'on est à 7% depuis 1 ou 2 ans sur la croissance chinoise. Ça a eu pour conséquence et je pense que ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons, c'est de dire qu'on va progressivement se recentrer. Et donc la Chine se recentre sur ses forces internes, parce que d'un côté, ils ont envoyé tout un tas de populations vers une éducation internationale, à Singapour, en Europe, aux États-Unis. Et donc maintenant, on a des populations, toute la diaspora chinoise, qui on sait est extrêmement présente dans le monde entier, qui tentent à revenir, parce qu'on sait que le business développement en Chine est extrêmement florissant. Donc on a une partie de la population qui est revenue progressivement vers la Chine, pour reprendre, entre guillemets, les rênes du business chinois, et donc progressivement, en contrepartie, fermer ces investissements. Alors c'est des barrières, c'est du dumping,
c'est pas simplement de dire que vous n'avez plus le droit de faire du business, mais ça veut dire mettre des difficultés pour l'obtention de visa de ces expatriés, ça veut dire justement diminuer les contrats expatriés pour avoir des contrats ce qu'on appelle locaux, ça veut dire diminuer les conditions de travail, donc l'accessibilité sur certaines technologies à certains collaborateurs, ça veut dire aujourd'hui les restrictions qui sont liées à l'Internet, comme on le sait avec l'accès contrôlé à Internet, ont aussi énormément ralenti les volontés, les velléités européennes d'installer des start-up technologiques, en tout cas sur le sol chinois, alors que on a des start-up chinoises qui, elles, ont des idées de développement. Je pense entre guillemets en partie à WeChat. Je ne sais pas si vous connaissez WeChat, mais qui est une start-up mondiale qui est en train d'exploser, qui à la base était simplement un système de messagerie chinois, mais qui est en train de devenir une plateforme extraordinaire. Je pense qu'elle est utilisée partout en Asie, même de plus en plus en Europe et aux États-Unis, qui est bien plus qu'un système de messagerie. Je vous invite à regarder ce que c'est. C'est aujourd'hui le développement majeur dans les technologies, dans les nouvelles technologies sur la Chine. Ensuite, donc, ce qui veut dire qu'ils ont récupéré progressivement des brevets, ils ont récupéré du savoir-faire aussi, qu'ils ont obtenu avec toutes ces joint ventures européennes, asiatiques, américaines, progressivement pour dire maintenant on va rapatrier le savoir. On a appris à faire des trains, on a appris à faire des avions, on a appris à faire des voitures, on a appris à faire des médicaments, on a appris à former nos talents. Maintenant, progressivement, le pays se referme un petit peu, on va dire, parce que la croissance ralentit aussi, pour se dire maintenant le talent, les ressources, les revenus vont revenir de plus en plus vers la nation, l'État chinois. Donc on est vraiment sur des mouvements, parce qu'il faut vraiment parler de dynamique et de mouvement, on est vraiment sur des mouvements très différents. D'un autre côté, on a cette capacité d'action de l'État qui est extrêmement forte en Chine. Mais de l'autre côté, la contrepartie, en tout cas pour l'Occident, si je peux encore utiliser ce terme-là, c'est vraiment de dire on est dépendant de ces mouvements et de ces politiques chinoises. Comme vous le savez, il y a les plans quinquennaux qui sont mis en place, qui sont dévoilés tous les 5 ans en Chine. Alors aujourd'hui, le dernier plan quinquennal s'oriente vers les nouvelles technologies et vers l'environnement. Alors on voit une progression majeure sur ces deux axes économiques. Mais aussi on voit un resserrement des difficultés au niveau global pour les entreprises occidentales. Donc je pense que la météo est un peu différente pour la Chine qu'elle l'est à Singapour. Pour rebondir sur ce que vous dites, je vois aussi la Chine, comme les autres BRICS, on va dire Chine, Brésil, Russie, entre autres, ils ont réussi à protéger leur marché local des grands acteurs américains, notamment sur tout ce qui va être service. Donc Facebook, le Brésil, la Chine, la Russie ont leurs spécificités, notamment YouTube, pareil, il y a les spécificités locales. Ce que n'a pas réussi l'Europe et l'Asie du Sud-Est, entre autres, c'est des marchés qui sont ouverts aux technologies américaines, plus que le marché chinois, et justement la Chine, de mon point de vue, profite de cet avantage pour développer des acteurs puissants, donc Alibaba, Baobao. WeChat, je pense aussi aux constructeurs de smartphones, Xiaomi, Huawei, c'est les Sony, les LG de demain. Du coup, ils ont réussi à conserver cet avantage-là, notamment en Chine. Ce que n'a pas justement eu Singapour, qui a, à l'inverse, profité des investissements étrangers. Merci. Je voulais juste revenir sur le point de mixité à Singapour. Avant, c'était un problème, effectivement, la mixité à Singapour, parce que pendant la période des Britanniques, les Malais étaient dans le village, les Chinois étaient dans le village ou leur bidonville, etc. Mais après l'indépendance, avec le programme de logement public, on a fait une politique de mixité. Et cette mixité, quand on encourage les gens à vivre ensemble dans des quartiers, les enfants vont à l'école ensemble, ils se connaissent, et puis après ils travaillent ensemble dans les bureaux quand ils commencent à travailler. On voit plus
on se traite les uns les autres comme concitoyens et non plus comme un Chinois, un Malais, un Indien. Et ce qui est bien à Singapour, c'est actuellement, je crois, dans le monde, il n'y a pas de ville ou pays où on trouve un croisement des 4 grandes civilisations d'aujourd'hui, si je peux dire comme ça, qui sont la civilisation chinoise, la civilisation indienne, la civilisation islamique, ça veut dire les gens, les musulmans ou les gens, les ressortissants des pays musulmans, Indonésie, Malaisie, Arabe, Moyen-Orient, etc. Et 4e civilisation, si je peux appeler ça civilisation occidentale chrétienne. On vit bien ensemble à Singapour, on se connaît. Et puis, on a une connaissance d'après notre origine respective de nos parents, nos ancêtres. Nous avons gardé la langue, la culture, tout cela dans toutes nos communautés. Donc, nous avons des gens qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à travailler en Chine. J'ai des camarades indiens qui peuvent travailler en Inde, etc. Donc, la connaissance est très importante. D'ailleurs, nous investissons beaucoup. Singapour est le premier investisseur en Chine et en Inde depuis quelques années. En Chine, nous avons des investissements comment on dit, cumulés d'environ 70 milliards de dollars américains en Chine. Là, c'est une chose. Deuxième chose, c'est à travers notre connectivité à Singapour, on se connaît les Chinois, les Indiens, etc. Aussi, les entreprises qui viennent de la Chine, il y a 5000 entreprises chinoises qui sont présentes à Singapour. Il y a 4000 entreprises indiennes qui sont présentes à Singapour. À travers ces liens, on fait beaucoup de choses parce que le business, ce n'est pas seulement un bon produit, c'est aussi la connaissance des marchés et aussi connaissance des cultures. Comment faire des partenariats avec les Chinois, les Indiens, etc. Parce que si on ne sait pas faire ça, on n'arrive pas peut-être à faire sortir plus de produits vers ces marchés. Donc, la mixité qui était un problème avant, la diversité, la mixité, aujourd'hui, c'est un atout pour Singapour. Merci beaucoup, monsieur. Ah, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais être un peu en dissonance avec monsieur l'ambassadeur. Pour le marché de l'emploi et pour justement des jeunes qui veulent se lancer, il faut savoir que Singapour, contrairement au marché français, c'est 2% de chômage. Donc par rapport à la France qui est plus vers 10%, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Du coup, il y a une augmentation des salaires et puis il y a un marché du travail qui est quand même plus libéral qu'en France. C'est pas très compliqué, mais c'est un fait. Et du coup, les gens vont et viennent au sein des entreprises. Donc la vraie question après, ça va être de savoir comment se positionner, comment prendre en compte cet enjeu du plein emploi. Un taux idéal, ce serait plutôt 4% pour qu'il y ait un équilibre de l'offre et de la demande, donc 2% c'est très bas. Donc la problématique du marché de l'emploi, mais aussi culturelle. Je pense qu'aujourd'hui, la France n'est pas du tout communautariste. On n'est pas du tout basé, notre République n'est pas du tout basée sur ce système. À Singapour, il existe. Donc il y a, comme le disait monsieur l'ambassadeur, il y a 4 grandes communautés. Il faut les prendre en compte, mais aussi pour moi, il faut les prendre en compte dans le marché de l'emploi. C'est-à-dire que si on est en entreprise, si on doit travailler avec des DSI, des directeurs de système de l'information, si on veut recruter des commerciaux, de mon point de vue, et de ce que j'ai pu voir aussi, je pense qu'il vaut mieux prendre quelqu'un d'origine indienne. Ce qui peut être complètement pas du tout avouable en France, qu'on ne ferait pas et qui est interdit par la loi. Je pense qu'à Singapour, les gens sont plus pragmatiques sur l'approche. Et je pense que c'est aussi... C'est une force, c'est des cultures, c'est des cultures différentes et qu'il faut prendre en compte aussi sur le marché de l'emploi, selon moi. Eh bien, merci Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Malauran et Monsieur Vrontal. On va passer aux questions du public. Bonjour, Erwan Berger, ESSEC M99.
membre du comité de l'Asie de la nage IHEDN et directeur de projet en supply chain. J'avais une question par rapport à l'ASEAN Community, dont on parle pour fin 2015 ou début 2016. Comment Singapour voit-elle cette ASEAN Community? Comment elle s'y prépare et quelle opportunité éventuellement Singapour y voit? Merci. Merci. Bon, nous sommes en train de former une communauté économique, politique et socio-culturelle. Pour la communauté économique, c'est 2015 effectivement. Mais bon, deux choses. Même avant cela, ça fait plus de 10 ans que l'ASEAN, les 10 pays de l'ASEAN, qui a une population aujourd'hui de 620 millions, qui n'est pas une petite population. Nous avons déjà depuis plus d'une dizaine d'années un free trade area. Ça ne veut pas dire, c'est pas comme en Europe où vous avez une union de douanière, customs union. Customs union, ça c'est beaucoup plus loin pour nous. Pour ne pas dire d'une union monétaire, là c'est parce que les 10 pays de l'ASEAN sont tellement différents de par culture, aussi de niveau économique. Il faut savoir ce qu'on peut faire ensemble et ce qu'on ne peut pas faire ensemble. Donc le Free Trade Area, c'est surtout on a enlevé au plus possible les tarifs douaniers, des choses comme ça. Après 2015, ce que nous sommes en train de chercher, c'est il y a un feuille de route maintenant qui est en train d'être préparé. Il faut aller plus loin pour enlever des tarifs non douaniers derrière les frontières, des choses comme ça. Il faut être plus ambitieux, mais ça met du temps. À 10, ça met du temps. Bon, à 28, ça met encore plus de temps en Europe, mais vous êtes déjà beaucoup plus loin que nous. Nous, on est de loin derrière l'Europe. Ce qui est bien, c'est ce marché de l'ASEAN. Ensemble, si on ajoute toutes les économies, nous aurions une économie déjà de 2400 milliards de dollars américains, qui est actuellement le septième économie dans le monde. L'Union européenne souhaite dire souvent que c'est la première économie du monde. Voilà, c'est la même chose, dans la même façon. L'ASEAN serait déjà la 7e économie du monde. Et le PIB de l'ASEAN, des 10 pays ensemble, est projeté d'atteindre 10 000 milliards de dollars américains d'ici 2030. L'ASEAN donc deviendra la cinquième puissance économique dans le monde. Mais ceci, tant qu'on continue à chercher à développer nos modes de gouvernance, à favoriser l'éducation dans tous nos pays, etc. Les pays ne sont plus fermés comme avant. L'Indonésie, Malaisie, Philippines, tout le monde s'oriente vers l'extérieur. On est ouvert vers l'investissement. D'ailleurs, l'investissement de l'extérieur vers l'ASEAN a dépassé l'investissement vers la Chine depuis quelques années. Donc, ça montre qu'il y a plus les investisseurs voient plus d'opportunités parmi ces 620 millions, cette population de 620 millions. Il y a plus de possibilités dans les années à venir, même si la croissance reste toujours à 5,4% par an en moyenne. Voilà. Donc, c'est un moment assez intéressant pour l'Asie, pour Singapour surtout, qui se trouve au milieu de tout cela.
On est à quelques heures de vol de la Chine. On est à 3 heures de vol de toutes les capitales de l'ASEAN. Et nous sommes à quelques heures aussi de vol de l'Inde. En moins de 6 heures de vol, vous avez, à partir de Singapour, je crois, la moitié de la population mondiale. Et c'est une population où la classe moyenne est en train d'augmenter rapidement chaque année. Donc, pour les gens qui ont du capital ou des idées, c'est là qu'il faut y aller dans l'avenir. Bonjour, Esther Martineau, ESSEC Alumni 2013 et sur le départ pour Singapour. J'avais une question concernant le leadership culturel que n'a pas encore Singapour dans la région. On a vu que Singapour, c'était une terre d'accueil pour les investisseurs, un hub en termes de business pour toute la région d'Asie du Sud-Est. Vous venez de nous parler de la place de Singapour dans l'économie régionale et du commerce interrégional avec l'ASEAN. Mais j'ai le sentiment que Singapour se fait truster la place par la Corée, par exemple, qui se positionne très clairement comme un leader culturel qui va lancer des modes, lancer des courants et avoir investi, même si la Corée c'est un tout petit marché, au contraire, elle investit beaucoup dans l'intangible, la valeur intangible de la marque Coréa. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va manquer à Singapour dans les années à venir et sur lequel la cité-État a aussi à se positionner pour ne pas être seulement terre d'accueil d'idées étrangères ou pour ouvrir des filiales d'idées qui ont déjà existé ailleurs, mais pour faire naître des leaders locaux singapouriens? Merci, c'est une très bonne question et c'est une question que notre citoyenneté à Singapour se pose assez souvent. Des fois, on se demande est-ce que c'est à cause des grands groupes gérés par Temasek, qui est un holding, plutôt un holding qu'un fonds souverain. Est-ce que c'est à cause de ce holding avec ces grandes sociétés qui empêche les marques singapouriennes à sortir. Mais en même temps, dans ce holding, il y a quand même Singapore Airlines qui a son marque et d'autres entreprises. Mais à vrai dire, je crois... je pense à DBS notamment. DBS qui a été élue la banque la plus innovante. Du développement de Singapour, DBS Bank. En Asie du Sud-Est. Oui. Oui. Bon, pour le secteur de consommation, nous avons un inconvénient pour commencer parce que souvent, il faut nourrir ça dans son marché domestique. Et nous, on n'a pas vraiment un marché domestique pour nourrir ça. À un moment, il y avait nous avons des entrepreneurs qui sont assez intelligents. Il y a un, Simon Wu, qui avait créé Creative Technology. Et c'est lui qui a inventé le sound card, la carte pour les sons dans pas seulement dans les ordinateurs, dans les jeux électroniques, des instruments de musique. Il a le brevet, je crois, qui continue. Il a inventé d'autres choses, y compris la première MP3, qui est devenu après, Apple a pris cette idée pour créer le iPod. Voilà. Et ils se sont battus avec Steve Jobs d'Apple, qui a finalement fait un settlement out of court pour ne pas continuer la bataille parce que Creative Technology avait accusé Apple de voler leur technologie pour créer ça. Donc, pour Singapour, c'est difficile. Masse critique, et dès qu'on a des idées, des fois, des gens volent ces idées, et puis on n'a pas de poche assez profonde pour se battre contre les géants d'autres pays. La clé USB, ça a été inventé par quelqu'un à Singapour. Et il a vendu ça pour 200 000 dollars américains parce qu'il ne peut pas trouver
quelqu'un pour donner du capital pour développer ça. C'est comme ça arrive. Donc c'est quand même difficile à Singapour, alors que la Corée, ils ont une politique industrielle, ils ont un marché pour commencer, et puis dès qu'on nourrit, dès qu'ils ont une taille, ils ont des chaebol, des groupes, mais même ces groupes chez eux ont été beaucoup critiqués. Donc je crois qu'il n'y a pas un seul modèle. Donc nous souhaitons avoir des marques singapouriennes, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais pas si vous... Ouais, ben, en marque singapourienne, moi, ce que je vois, je suis forcément d'accord. La taille du marché ne permet pas de lancer localement des acteurs forts. Et puis aussi, comme on en parlait au départ, il y a une industrie manufacturière qui s'en va pour laisser place à une industrie de services. Du coup, ces deux facteurs, pour des produits de consommation type smartphone, etc., il n'y a pas à Singapour des usines pour les construire. Donc je pense qu'il y a des acteurs, moi j'en vois deux qui ont un potentiel, c'est DBS, donc DBS, qui est la banque singapourienne, qui est la banque la plus innovative de 2014, mais qui en plus a une politique d'expansion en Asie, mais exclusivement en Asie. Donc en Europe, on n'en entend pas parler, mais c'est les marchés porteurs. Aujourd'hui, en Asie, à part à Singapour ou des grandes villes, les gens n'ont pas de carte bleue, n'ont pas de banque. Donc si on s'attaque à une classe moyenne qui explose, forcément, on va être un acteur leader sur les marchés asiatiques. Je pense aussi à MyRepublic, qui est un acteur, un service opérateur Internet, et qui a une vision un petit peu de développement comme a pu l'avoir Free en France, avec une politique assez innovante, des prix très attractifs et une qualité de service supérieure à la moyenne. Ils ont une politique d'expansion régionale en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, qui peut en faire un acteur important sur ces marchés, mais ils vont être limités sur la partie monde par le fait qu'un opérateur Internet ne rentre pas sur un marché comme ça, parce qu'il y a des différences sur chaque marché, et en plus de ça, il y a déjà des concurrents, des marchés qui peuvent être très matures, et c'est compliqué d'y rentrer. Et après, et pour revenir sur un autre acteur, Singtel, qui est le premier opérateur, qui est l'Orange singapourien, qui est aussi bien à Singapour, mais aussi qui détient le deuxième opérateur australien, qui est dans quasiment tous les pays de la région, plus aussi en Afrique. On n'entend pas parler, et pourtant c'est un acteur leader sur son marché également. Voilà. Une autre question ? Vous n'avez pas parlé de l'environnement. Singapour est plutôt une ville verte. Quelle opportunité voyez-vous dans le secteur de l'environnement ? Je sais que vous avez pas mal de lois, un petit peu comme on peut trouver en Europe, avec des directives sur l'environnement. Des entreprises aussi comme TESAM qui offrent sur l'environnement à Singapour. Donc, quelle opportunité, s'il vous plaît ? Singapour est une ville durable depuis quand même assez longtemps. Et d'ailleurs, récemment, la secrétaire générale de ce qu'on appelle le UNFCCC, qui dirige bon, elle ne dirige pas, c'est le cadre pour les négociations sur le climat. Madame Christina Figures, elle est venue à Singapour et elle a vu la ville, c'est sa première visite, elle a vu la verdure, tout cela, et puis elle a appris beaucoup de choses. Et l'une des choses qu'elle a appris, c'est que la population de Singapour a augmenté, a multiplié de 2 ou 3 fois, et malgré cela, la verdure, par les photos satellites, on a vu que, je crois, la première photo satellite sur la végétation, c'est en 87, ou 85 ou 87. Et puis 20 ans après la même photo, il y a 22% ou quelque chose comme ça de plus de verdure, alors que la population a doublé. Donc, il n'y a pas beaucoup de villes, peut-être il n'y a aucune ville dans le monde où il y a plus d'urbanisation, il y a plus de densité, mais au lieu de couper des arbres, il y a plus d'arbres. On plante beaucoup d'arbres à Singapour parce que l'environnement pour nous c'est important. Le Singapore River
Vous voyez des fois des photos avec les 3 tours et puis il y a un plan d'eau. C'est la rivière de Singapour. Rivière, bon, c'est pas vraiment une rivière. C'est petit comme... oui, c'est un canal. Oui, mais c'était sale comme tout. Ça puait, mais on l'a nettoyé. Et maintenant, c'est devenu... on a beaucoup d'activités dans ce quartier-là. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que justement, c'est comme le chewing gum. On a dit d'accord pour ne plus importer tout cela. Parce que si on salit notre environnement, on ne peut pas aller ailleurs pendant le week-end. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas ailleurs. Ailleurs, il faut aller en Malaisie, en Indonésie, parce que nous n'avons pas de banlieue. Nous n'avons pas de campagne. Voilà, nous vivons là où nous travaillons, nous allons au parc, au jardin, c'est là, dans les mêmes 700 km². Voilà. Et ça, c'est l'environnement, l'eau, la verdure, mais aussi, il ne faut pas oublier l'air, la pollution. Depuis le début aussi, il y avait des entreprises qui ne voulaient pas venir à Singapour. Parce que quand on a ouvert les portes aux entreprises multinationales, nous avons dit que si vous produisez des choses, il y a une sortie d'eau ou il y a une cheminée, il faut avoir des épurateurs. Et eux, ils ont dit, épurateurs, ça coûte de l'argent. Dans ce cas-là, je ne viens pas à Singapour, je vais en Malaisie ou en Indonésie. Voilà. Même si on a mis un crédit d'impôt pendant 5 ans, où ils payent ça, mais ils déduisent pour les impôts, ils déduisent ça. Mais il y a des entreprises qui ne voulaient pas venir. Mais nous, on a tenu à ça parce qu'on avait appris la leçon du Japon. Aujourd'hui, on ne se souvient plus, mais le Japon, dans les années 60, était pollué comme Pékin aujourd'hui ou Shanghai. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais c'était comme ça. Et nous, on a dit, non, on ne va pas suivre le chemin de Tokyo, parce que là, on ne peut pas vivre comme ça. Et heureusement, on a fait ça. Mais malheureusement, les Chinois qui ont appris beaucoup de choses de Singapour n'avaient pas appris ça. Parce que quand ils ont commencé à apprendre les choses de Singapour n'a jamais eu la pollution. Donc, il n'a pas appris des mauvaises leçons, n'a pas répété, je pense. Oui. Messieurs, merci de... Vous voulez peut-être... En fait, je voulais compléter juste pour joindre justement vos 2 questions sur l'environnement et sur l'ASEAN. Je pense que le seul problème environnemental qu'a connu Singapour, c'est le haze, qui est en fait les feux de forêt en Indonésie, qui donc polluent la ville de Singapour via les vents. Et du coup, la problématique, elle est encore une fois régionale. Comment Singapour peut influencer l'État indonésien pour justement arrêter ces feux de forêt pour l'huile de palme, pour l'industrie de l'huile de palme. Au niveau de l'ASEAN, il y a des processus des ministériels entre les ministres de l'environnement. Et d'ailleurs, il y a un accord, et finalement, l'Indonésie avait signé l'an dernier un accord sur le haze, la brume qui vient des... Parce que l'Indonésie a reconnu que ça cause beaucoup de dégâts, pas seulement à le voisin, mais à eux-mêmes. Chaque année, ils brûlent beaucoup de... La déforestation, c'est beaucoup plus que les émissions d'un pays de taille moyenne. Juste basé sur la déforestation, quand on brûle les forêts pour planter des plantations, ça a des coûts sociaux. Voilà. Voilà. Messieurs, merci de votre participation et merci à tous d'avoir participé à cet événement. Merci.